BlackRock, fondé en 1988 par Larry Fink et quelques autres associés, gère environ 11,5 trillions de dollars d'actifs, soit environ 3,8 fois le PIB de la France en 2024. Et cette entreprise exerce une influence considérable sur les marchés financiers. Par exemple, d'après Yahoo Finance, BlackRock contrôle par exemple 7,3% d'Apple, 5,7% de Nvidia, 7,2% de JP Morgan ou encore 7,4% de Coca-Cola. Et si ces pourcentages paraissent peu, dites-vous que les capitalisations boursières de ces entreprises se comptent en centaines de milliards, voire en milliers de dollars. Et donc, BlackRock exerce donc une influence gigantesque sur ces locomotives de l'économie mondiale. Je m'appelle Nicolas Domnesque, j'ai étudié à Paris Dauphine et HEC Paris en finance, travaillé en banque d'investissement et depuis maintenant 4 ans, je partage du contenu sur les finances personnelles sur mes différents réseaux sociaux, avec pour objectif de rendre les concepts financiers accessibles à tous. Et je suis le fondateur de Investing, c'est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. Et donc dans cette vidéo, on va découvrir qui se cache derrière BlackRock, comment l'entreprise est montée en puissance et quelle est l'étendue de son influence. Pour comprendre comment BlackRock est devenu un géant de l'économie mondiale, il faut revenir à ses débuts et comprendre l'histoire de son fondateur, Larry Fink. Larry Fink est né le 2 novembre 1952 à Van Nuys, un quartier modeste de Los Angeles. Il a grandi dans une famille modeste. Son père tenait un magasin de chaussures et sa mère enseignait l'anglais à l'université d'État de Californie à Northridge. Contrairement à son frère aîné, brillant élève exempté de corvée, Larry, moins performant académiquement, devait aider son père au magasin. My mother was a college professor. My father owned a shoe store. And at 10 years old, I was required to learn how to sell shoes and help my father. Et cette responsabilité lui inculque dès son jeune âge le goût du travail et de la résilience. Après le lycée, Larry Fink s'inscrit à l'université UCLA pour étudier la théorie politique. Mais c'est seulement lors de sa dernière année qu'il découvre par hasard un cours d'immobilier qui le passionne et qui le pousse à poursuivre un MBA à la Business School d'UCLA. À la fin de ses études, Larry Fink ne sait vraiment pas quoi faire. Et comme beaucoup de jeunes de son époque qui rêvent de faire de l'argent, il se tourne vers Wall Street. En 1976, après plusieurs offres de grandes banques d'investissement, Larry Fink intègre finalement First Boston, une entreprise prestigieuse, bien qu'il ait été déçu de ne pas avoir été retenu par Goldman Sachs. Et ce revers qu'il qualifie plus tard de bénédiction le propulse dans une voie où il excelle rapidement. Il est affecté au département obligataire grâce à ses connaissances en immobilier et il gravit rapidement les échelons. Dès 1978, il dirige le département obligataire où il forme une équipe soudée et loyale, prête à tout pour atteindre les objectifs fixés. Son bureau surnommé Little Israel, en raison de la forte proportion de collaborateurs juifs, devient un centre névralgique de l'entreprise. Malgré certaines remarques discriminatoires de ses supérieurs, Fink reste concentré sur la performance et le recrutement de talents comme Robert Capito, qu'il embauche sur recommandation de son manager. Fink prospère dans un environnement compétitif où seuls les meilleurs réussissent. Il rapporte des bénéfices colossaux pour First Boston et à seulement 31 ans, il est nommé Managing Partner, devenant le plus jeune de l'histoire de cette entreprise. Mais cette ascension fulgurante prend un tournant dramatique. Une erreur stratégique liée aux obligations hypothécaires fait perdre près de 100 millions de dollars à First Boston. Cet échec, perçu comme une humiliation personnelle et professionnelle, force Fink à quitter l'entreprise. Pourtant, ce revers marque le début d'une nouvelle vision. Il apprend que le succès repose sur une compréhension fine des risques et une gestion rigoureuse des investissements. Ce passage difficile est le catalyseur de la création de BlackRock en 1988 avec une idée révolutionnaire. Bâtir une entreprise qui combine expertise en gestion d'actifs et maîtrise des outils de gestion des risques. Ce modèle inédit à l'époque devient rapidement la pierre angulaire du succès phénoménal de BlackRock, aujourd'hui leader mondial de la gestion d'actifs. Fink commence à esquisser son idée avec Ralph Schlosstein, un banquier d'investissement de Shearson Lehman, la future Lehman Brothers, et tous deux ayant l'habitude de se téléphoner tôt le matin pour discuter des marchés, commencent à rêver ensemble d'une nouvelle entreprise. Lors d'un dîner en mars 1987, ils esquissent l'idée d'une société qui utiliserait des technologies modernes pour modéliser des titres financiers, les regrouper dans des portefeuilles et analyser les risques de manière plus détaillée. Et peu avant sa démission officielle, Fink et Schlosstein invitent plusieurs de leurs collègues à rejoindre cette initiative. De First Boston, Fink recrute son bras droit, Robert Capito, la responsable des produits de portefeuille, Barbara Novi, le mathématicien et expert en gestion des risques, Ben Golub, ainsi que Case Anderson, un analyste obligataire réputé. Et de Shearson Lehman, Schlosstein fait appel à Susan Wagner et plus tard à Hugh Frater, deux experts en obligations hypothécaires.
Et donc avec cette équipe, l'objectif est de créer une nouvelle société d'investissement obligataire reposant sur des technologies modernes et une gestion des risques rigoureuse. Toutefois, pour démarrer l'entreprise, des fonds sont nécessaires. Et Larry Fink, fort de son réseau, contacte Steve Schwarzman et Pete Peterson, les fondateurs de Blackstone. C'est une société en pleine ascension dans le secteur du capital investissement. Blackstone accepte d'héberger l'entreprise naissante et de la financer à hauteur de 5 millions de dollars en échange de 50% du capital. Et c'est donc ainsi que Blackstone Financial Management est créé. Et la première embauche majeure est celle de Charlie Halak, un ancien de Schiffers Boston, chargé de développer des clients pour le fonds obligataire et la plateforme de gestion des risques. Cette plateforme, nommée Aladdin, est conçue pour éviter que des erreurs telles que celles qui ont marqué l'échec de Fink à First Boston ne se reproduisent. Le développement d'Aladdin commence modestement, avec la première version codée sur une station Sun à 20 000 dollars, placée entre le réfrigérateur et la machine à café des bureaux. Le démarrage de l'entreprise est rapide grâce à l'immense réseau des fondateurs. En 6 ans, le fonds gère déjà 23 milliards de dollars et compte 150 employés. Le marché obligataire est en pleine expansion et les méthodes innovantes de Larry Fink attirent la confiance des investisseurs institutionnels. Ces premières années témoignent de la capacité de Fink et de son équipe à s'adapter aux besoins du marché tout en adoptant des technologies de pointe. En 1994, Blackstone vend sa participation dans BlackRock à PNC Bank qui intègre les activités de gestion de fonds à BlackRock et l'introduit en bourse. Le 1er octobre 1999, l'introduction en bourse de BlackRock a lieu, valorisant l'entreprise à près de 900 millions de dollars avec des actifs sous gestion atteignant 165 milliards de dollars. Et bien que l'IPO n'atteigne pas les attentes des fondateurs, Fink, soutenu par David Kowalski, le PDG de Merrill Lynch à l'époque, décide de poursuivre l'aventure, convaincu du potentiel de l'entreprise. David Kowalski, PDG de Merrill Lynch, a en effet joué un rôle déterminant dans l'introduction en bourse de BlackRock. Parce que face à l'hésitation de Larry Fink, Kowalski incite. Mais pourquoi souhaites-tu arrêter? Fais l'introduction en bourse et si tu fais bien ton boulot dans les 4 ou 5 prochaines années, cette IPO ne sera qu'un mauvais souvenir. Fais cette fucking introduction en bourse maintenant, ne sois pas un fucking crétin. Et Fink finit par suivre ce conseil et l'introduction en bourse a lieu du coup en 1999. Mais le début des années 2000 marque un tournant décisif pour BlackRock. Après l'éclatement de la bulle Internet en 2000, l'entreprise connaît une croissance fulgurante. Son activité obligataire attire les investisseurs en quête de stabilité et de performance régulière. La valorisation de BlackRock augmente, ce qui lui permet de financer une série d'acquisitions stratégiques. Et ça transforme ainsi la société obligataire en un géant mondial de la gestion d'actifs. La première acquisition majeure de BlackRock intervient en 2004 avec le rachat de State Street Research pour 375 millions de dollars, mais c'est en 2006 que BlackRock fait une véritable percée en acquérant Merrill Lynch Investment Managers. Et cette acquisition permet à BlackRock de gérer près de 1000 milliards de dollars d'actifs et d'émerger comme un leader dans le secteur. En 2008, la crise des subprimes frappe de plein fouet les marchés mondiaux, mettant BlackRock à l'épreuve. Cependant, l'entreprise se distingue en raison de sa division Solutions, qui devient un atout précieux. Grâce à Aladdin et à son expertise en gestion des risques, BlackRock est sollicité par des gouvernements, des entreprises et d'autres gestionnaires d'actifs pour les aider à analyser et à gérer les risques liés aux actifs toxiques. Et donc, cela renforce la position de BlackRock, mais également suscite des critiques sur le rôle qu'elle a joué dans la crise, parce que certains s'inquiétant des conflits d'intérêts potentiels. En 2009, BlackRock fait un autre grand coup avec l'acquisition de Barclays Global Investors, un rachat qui propulse encore l'entreprise à l'échelle mondiale. Mais bien que l'intégration ait été difficile et longue, elle s'avère finalement extrêmement fructifieuse, et particulièrement pour l'expansion des fonds indiciels, donc des ETF. En 2014, l'activité phare des ETF iShares dépasse les milliards de dollars d'actifs sous gestion, un signe de la montée en puissance de BlackRock dans l'investissement passif, l'investissement en ETF. Et à mesure que la société grandit, elle s'impose comme un acteur incontournable de l'industrie de la gestion d'actifs, en surpassant des géants comme Goldman Sachs. En 2021, BlackRock gère des actifs supérieurs à 9 000 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Avec Vanguard et State Street, BlackRock forme le trio dominant du marché des investissements passifs, notamment à travers les ETF et les fonds indiciels avec leur filiale iShares. Et le pouvoir de ces Big Three dans la gestion d'actifs est impressionnant. En 2019, des chercheurs de Harvard ont estimé que leur part combinée dans le capital des entreprises du S&P 500 avait dépassé les 20%, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Et ce phénomène confère à BlackRock un pouvoir de plus en plus important dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Et ça suscite à la fois admiration et critique. Par ailleurs, l'influence de l'entreprise auprès des principaux gouvernements est telle que certains analystes la comparent à celle qu'avait Goldman Sachs à son apogée. Aujourd'hui, BlackRock dépasse les 11 000 milliards de dollars, soit 11 trillions de dollars, d'actifs sous gestion. Et l'influence de ce gestionnaire d'actifs est devenue considérable. Et pour répondre à ces critiques sur la concentration du pouvoir économique, Larry Fink annonce dès 2020 que BlackRock mettra l'accent sur les critères ESG, donc
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses décisions d'investissement. Mais certains estiment que ces initiatives sont davantage des coûts marketing, des manœuvres marketing, plutôt que des actions très concrètes. Tariq Fancy, l'ancien responsable de la durabilité de BlackRock, a même démissionné en qualifiant les efforts de BlackRock de charabia marketing. Que selon lui, de telles initiatives détournent l'attention des véritables actions nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique. Et Fink de son côté défend l'initiative, la présentant comme une démarche de bonne gestion des fonds et des risques. Il souligne aussi que bien que BlackRock et ses rivaux aient une influence majeure, l'influence reste moins concentrée que d'autres secteurs, comme celui de la technologie. Il envisage également de diviser l'entreprise en entités distinctes pour limiter les risques de concentration du pouvoir. Mais du coup maintenant, quel est l'avenir de BlackRock? L'avenir de BlackRock après Larry Fink demeure incertain. En effet, aujourd'hui il a 72 ans et il ne pourra pas rester indéfiniment à la tête de BlackRock. Et certains se demandent si l'entreprise pourra maintenir son ascension sans son leadership et sans Larry Fink. Certains comparent même le départ de Fink de BlackRock avec celui d'Alex Ferguson à Manchester United. Mais pour le moment, BlackRock continue d'investir et souhaite également se positionner comme un acteur innovant dans l'univers des investissements alternatifs. Par exemple, BlackRock a fait l'acquisition récente de Global Infrastructure Partners, un leader mondial dans les infrastructures. Ça illustre cette nouvelle stratégie. Et donc cette acquisition permet à BlackRock de renforcer sa présence sur ce marché porteur, notamment dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables. Et donc ça montre la capacité de Fink et de son équipe à anticiper les évolutions du marché et de s'adapter aux défis émergents. Le 3 décembre 2024, BlackRock a d'ailleurs annoncé l'acquisition de HPS Investment Partners, une société de gestion spécialisée en dette privée, pour un montant d'environ 12 milliards de dollars. L'opération sera entièrement réglée en actions de BlackRock. Cette acquisition permettra à BlackRock d'élargir son offre pour les clients institutionnels, notamment dans le secteur de l'assurance, en devenant un fournisseur global de solutions de gestion d'actifs publics et privés. Et BlackRock prévoit que l'ajout d'HPS augmentera de 40% ses actifs sous gestion dans les marchés privés. Cette acquisition permet à BlackRock de se positionner comme un leader de la dette privée et aussi de venir concurrencer des gestionnaires de l'investissement alternatif comme Apollo, KKR ou Ares. L'histoire de BlackRock et de Larry Fink est profondément liée, marquée par une gestion habile des risques et une capacité à s'adapter aux évolutions du marché en prenant des risques. BlackRock a su se réinventer au fil des années en prenant des décisions stratégiques audacieuses pour rester un leader dans l'industrie financière. Aujourd'hui, la société possède une influence gigantesque, notamment grâce à la gestion passive qui lui permet de siéger au board des principales entreprises mondiales et aussi son rôle croissant dans les investissements alternatifs comme la dette privée. Évidemment, cette influence croissante soulève des préoccupations à cause d'une trop grosse concentration du pouvoir économique. Et cela nous montre qu'une gestion habile et une compréhension fine des marchés financiers est très utile pour faire grossir notre patrimoine. Donc pour bien investir en bourse, plus on est instruit, plus on a une bonne compréhension. Plus ça sera simple de faire les bons choix. Et si vous voulez aller plus en détail sur le développement de votre portefeuille en bourse, pour savoir comment choisir votre portefeuille, en passant sur quel compte, sur quelle plateforme, selon votre profil de risque et vos objectifs, en sachant comment rentrer, comment optimiser tout cela dans votre portefeuille. J'ai réalisé une formation gratuite de 1 demi-heure dans laquelle je vous explique comment faire pour investir en bourse en 2025 et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour la regarder. Et dans cette formation gratuite, je vous présente ma méthode qui m'a permis de performer à plus de 30% en 2024. Après, bien sûr, ça a été une année particulièrement haussière et les performances passées ne veulent rien dire des performances futures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur BlackRock vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner. Et si vous souhaitez aller plus loin pour bien investir en bourse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à la formation gratuite.